Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la banqueroute qui nous menace. 3 000 milliards d'euros. C'est le chiffre abyssal de la dette et il fait d'autant plus peur que la croissance en France est en berne. Alors peut-on encore être souverain quand nous sommes aux mains des créanciers? Quelle responsabilité de nos gouvernants, des banques, de la monnaie, l'euro que vous connaissez bien? Faut-il s'attendre à un effondrement économique de la zone euro, justement, de l'Europe ou même de l'Occident? C'est tout cela que nous allons voir dans cette émission. Mais avant toute chose, vous le savez, je vous le répète chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission, surtout avec la plateforme qui ne nous fait pas de cadeaux. Alors pensez à relayer cette vidéo, pensez à relayer les extraits, pensez à laisser vos commentaires que je lis chaque semaine. Et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air, ça dure un tout petit instant et c'est très important. C'est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Tom Benoît. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vais commencer cette émission avec une grosse difficulté, celle qui consiste à vous présenter. Parce que vous êtes multicasquette. Alors pour commencer, je vais dire que vous êtes le directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Absolument. Un trimestriel, magazine trimestriel, donc disponible dans les kiosques et sur abonnement. Sur abonnement et dans les kiosques partout en France, distribué par les messageries lyonnaises de presse, donc France, Suisse, Luxembourg. Parfait. La dernière couverture, me semble-t-elle, parle des différents scénarios d'une sortie de la France de l'euro. Vous faites bien de préciser différents scénarios, on y reviendra au cours de cette émission, parce qu'il peut y avoir une sortie de l'euro de gré et de force. Parce que si les Allemands, demain, n'acceptent pas que la Banque Centrale Européenne viennent secourir des États en difficulté comme la France, qui ont, comme vous le rappeliez très justement, 3 000 milliards de dettes, il peut y avoir une sortie de l'euro également, qui aille contre la volonté même des personnes qui ont été à l'origine des préceptes de l'eurosystème. Alors pour continuer la présentation, avant de revenir dans le cœur du sujet, Tom Benoît, vous êtes également philosophe, vous avez écrit plusieurs ouvrages et producteur de Philoscopie sur TV5 Monde, chaîne sur laquelle vous intervenez aussi en tant que journaliste. Dans l'émission politique, puisque Géostratégie Magazine est partenaire de l'émission politique de TV5 Monde, qui s'appelle Face au territoire. Face au territoire, et où on vous a, pour ma part en tous les cas, je suis désolée de ne pas vous avoir connu avant, découvert sur les réseaux sociaux, face à Prisca Thévenot, le porte-parole du gouvernement, et je propose aux téléspectateurs de vous retrouver quelques instants. Nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui sont les acheteurs des titres obligataires ? Mais attendez, je pense qu'on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous ? Non, mais la dette qui est émise par l'État, qui l'achète ? Qui sont les prêteurs ? Des fonds étrangers ? La BCE ? On lève de la dette. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils ? Des fonds chinois, américains ? La Banque centrale ? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Laissez-la répondre. Bon, les réponses seront apportées, elles n'ont pas été dans cette émission, je crois, vous confirmez. Hein. Non, elles ne l'ont pas été, pourtant elles sont cruciales, parce que la situation est très simple. On a 3 000 milliards de dettes publiques, donc Prisca Thévenot me dit de quelle dette parlons-nous ? De la dette publique, tout simplement. La dette de la France, pas de la dette privée, pas de l'emprunt de votre maison, de votre appartement, mais de la dette de l'État français. Ni de la dette du Burkina Faso, ni de la dette du Burkina Faso, français, mais on parle de 3 000 milliards de dettes qui a une durée moyenne, on va dire, de 7 ans. La duration de cette dette, c'est 7 ans. Et pour l'année 2024, l'agence France Trésor, donc, qui travaille avec le ministère de l'économie, a décidé d'émettre 284 milliards de titres obligataires sur les marchés. Ce qui est un montant record. Ça veut dire que pour cette année, on va s'endetter à un montant record. On a 60% de dépenses publiques par rapport à notre PIB. C'est la dépense publique la plus élevée des pays de l'Union européenne, de l'Union économique et monétaire de la zone euro. C'est la dépense publique la plus élevée des pays de l'OCDE. La moyenne aussi entre 42 et 49%, nous on est à 59 et presque 60. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'on a une classe politique, je ne veux pas taper sur le politique, c'est pas la question, mais je veux dire, on a une classe politique qui sort généralement de certaines écoles, qui connaît certaines personnes, qui a eu certains postes, qui prévoit d'en obtenir d'autres par la suite, et qui ne veut absolument pas se résoudre, se faire à l'idée
que la seule solution pour relancer l'économie libérale de notre pays, c'est de réduire drastiquement cette dépense publique pour permettre d'apporter des avantages à des sociétés qui génèrent réellement de la richesse, qui va être elle-même mesurée par l'outil monétaire qui est la monnaie, c'est-à-dire l'euro, la devise, la monnaie. L'euro est plus largement la monnaie fiat, parce qu'on pourra y revenir, qu'on parle en euros, en dollars ou même en francs CFA au Congo ou ailleurs, on parle de monnaie, vous prenez le franc congolais, si vous avez 2000 francs, vous avez $1, si vous avez... voilà, donc toutes les monnaies, que ce soit du monde occidental pour le moment ou des BRICS, vont dans le même panier, c'est-à-dire le panier monétaire, vous avez une unité de mesure qui est la monnaie. Par contre, à partir du moment où vous avez dans un pays 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, donc je prends l'exemple de la France, on a 2800 milliards de produits intérieurs bruts, donc de flux, et on a 60%, 1400 milliards qui sont de la dépense publique. Ça veut dire qu'on a plus de flux qui ne sont pas voulus par l'économie de marché que de flux qui viennent apaiser les agents économiques parce qu'ils répondent au précepte même de la main invisible d'Adam Smith, si je puis dire, c'est-à-dire de l'économie libérale. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Mais avant peut-être d'aller sur ce terrain-là, on peut constater que vous nous dites que la dépense publique est énorme, mais elle est aussi dans un pays où les services publics sont de plus en plus dysfonctionnels. Oui, c'est ça le gros problème, c'est que vous avez 1400 milliards effectivement de dépenses publiques, vous avez 300 milliards de régaliens, si on parle même pas de faire des économies, vous additionnez, on était à 12 milliards pour la justice, on va passer à 20, on est à 80 milliards à peu près pour l'éducation nationale, vous avez la recherche également, ça doit être 30 ou 40 milliards, vous avez 300 milliards pour le régalien, et vous avez à côté de cela, donc vous avez un hôpital public, comme vous le dites, qui est scandaleux, vous avez un système de retraite qui n'est pas assumé, parce que moi je veux bien, mais quand on entend le gouvernement nous dire « on va sauver le système de retraite », qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sauvent pas le système de retraite. Ils augmentent l'âge de départ à la retraite. Et bientôt, ils vont augmenter les cotisations, le montant, ils vont modifier le barème, ils vont baisser le montant des retraites. C'est ça, sauver le système de retraite? C'est pas du libéralisme, c'est de la supercherie, pure et simple. Quand vous avez des personnes qui ont cotisé pendant des années et qui se retrouvent à l'âge de la retraite avec justement une édile politique qui répond en disant « écoutez, nous, on a fait grossir les dépenses publiques pour des raisons migratoires également, il faut le dire, parce qu'il y a eu beaucoup... » Si vous regardez, moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, je sais que c'est un sujet presque tabou, mais c'est pas une question... Il n'y a rien de raciste dans tout cela, je suis le premier à être antiraciste, d'ailleurs, je le précise, mais quand on dit qu'on fait entrer donc, de nouveaux entrants, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas françaises et qui arrivent dans le pays, comme ce serait le cas dans un autre pays également, y compris en Afrique ou ailleurs, et qui vont profiter de la dépense sociale, ils ont bien raison de le faire, je veux dire, je leur jette pas la pierre. Ça veut dire qu'il y a une cotisation, c'est de l'argent qui n'est pas magique, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont cotisé, et qui vont devoir s'asseoir par la suite sur leur retraite. Parce que depuis des années, justement, on a eu une dépense sociale qui allait à l'encontre totale de la démocratie, de la volonté démocratique. Le grand drame est là. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, on va peut-être en parler, mais ce que je dis régulièrement, c'est qu'après s'être attaqué aux préceptes les plus démocratiques, on a une classe politique, premièrement, constituée d'une part de personnes qui connaissent vraiment pas la monnaie, qui veulent pas s'intéresser aux sujets économiques et financiers à la monnaie, et on a une autre partie qui est en train de se dire, bon, puisqu'on n'arrive plus par la levée de l'imposition, par les cotisations, à récupérer de la réserve économique énergétique, c'est-à-dire de l'argent, de la liquidité, on va le faire directement sur la monnaie. Et donc à partir de là, on va émettre des titres obligataires verts pour la transition écologique. Alors la transition écologique, c'est le mot magique. Une fois que vous avez dit ça, vous avez tout dit. Vous allez dire, bon, on va s'endetter pour la transition écologique, on a des bons obligataires verts. Et comment ça, vous voulez pas, vous êtes contre, mais vous voulez pourrir la planète, la saccager. C'est ça le discours. Alors que moi, là aussi, je vous disais tout à l'heure que j'étais antiraciste, je suis le premier à être écolo. Et je vis d'une façon 100% écolo. Pourtant, je mange de la viande, bio, avec des circuits courts, voilà, que ce soit sur les fruits et légumes, sur les circuits courts, je suis très attentif à ça. Mais par contre, être écolo, ça n'est pas émettre des titres obligataires verts. Je ne vois pas pourquoi la première révolution, qui serait une révolution imposée par les deals politiques, serait la révolution écologique. On nous parle de transition écologique sans arrêt, comme s'il allait y avoir, par l'opération du Saint-Esprit, un moment où vous allez vous dire, ça y est, la transition est faite, on est passé dans l'ère de l'écologie. Alors que vous avez eu énormément de progrès. Je prends le nucléaire, par exemple, ou la transition industrielle, la transition numérique, ou les progrès comme le nucléaire, qui étaient bien plus complexes et par conséquent bien plus onéreux que la réduction, on va dire, du train de vie de certaines industries,
qui découlera sur la transition écologique et qui se sont faits par rapport à une économie libérale, c'est-à-dire par rapport à une économie de marché, des investissements privés. Et là, pour la transition écologique, on est en train de nous dire qu'il ne pourra pas y avoir d'économie de marché, il pourra y avoir simplement de l'argent ponctionné dans les poches de la population par le biais d'impressions monétaires, de titres obligataires émis, sous le masque de cette transition écologique. Et ça va être le scandale de notre temps. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette question de la dette qu'on a évoquée. Vous l'avez dit, la dette française dépasse les 100% du PIB, le produit intérieur brut. Au sein de l'Union européenne, nous faisons figure de très mauvais élèves, puisque je crois que nous sommes juste derrière la Grèce, avec 166% du PIB, et l'Italie, 140%. Absolument. Je crois qu'on est d'ailleurs précisément à 111%. Comment on explique d'être aussi mauvais dans l'Europe ? On était à 113 par rapport à l'inflation, on est tombé à 109, on monte à 110. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que les préceptes de l'eurozone incluent qu'on ne doit pas dépasser 96% d'endettement et 3% de déficit public. Et ça, ce sont les personnes qui ont créé l'eurosystème, qui ont dit dès le départ, pourquoi pas 3%, c'était assez juste, on va dire, c'était assez convenablement raisonné, qui ont dit qu'un pays qui allait dépasser 96% d'endettement public et 3% de déficit devait quitter immédiatement la zone euro. Et aujourd'hui, la France est un poids lourd de la zone euro. S'il n'y avait pas la France dans l'euro, il n'y aurait plus d'Europe. Et pourtant, on va totalement à l'opposé des préceptes de la zone euro. Et c'est là aussi où j'étais jeune dans les années 2000 et j'étais contre l'euro. Je dis régulièrement que j'avais 3 passions, c'était la philosophie, l'architecture et l'économie. Et avec mes petites connaissances juvéniles d'économie, j'étais contre l'intégration dans l'euro pour des raisons qui sont encore différentes de celles qui font qu'aujourd'hui, je suis littéralement, et là aussi j'ai pas peur de le dire parce que c'est une question de survie pour notre souveraineté, pour notre pays, pour une sortie immédiate de la zone euro. Mais immédiate, parce que quoi qu'il en soit, la sortie de l'eurozone se fera. Ça, c'est une réalité qui est indéniable parce que demain, comme je le disais au début de cette émission, les Allemands, premièrement, n'accepteront plus qu'on ne réajuste jamais la balance des paiements sur la balance courante, la balance commerciale. Parce que là aussi, vous avez des pays, au-delà du déficit public, si vous regardez la balance commerciale, vous avez un déficit commercial en Italie vis-à-vis de l'Allemagne, par exemple, qui n'est jamais réajusté. L'eurozone a créé un système qui s'appelle Target 2 au sein de la Banque Centrale Européenne qui fait qu'on ne réajuste plus la balance commerciale. C'est-à-dire que le pays qui est déficitaire inscrit sur un registre de compte qu'il est déficitaire, qu'il a un passif, donc il a un solde négatif, et l'autre a un solde positif. C'est intrinsèquement lié aussi à la désindustrialisation, en fait, de ne plus pouvoir rien vendre puisqu'on ne produit plus. Mais ça, c'est les États-Unis d'Europe, parce que si vous allez aux États-Unis, qui sont quand même un pays qui partagent la même langue, la même culture, les mêmes origines, ils réajustent leur balance commerciale entre les différents États. C'est-à-dire que vous prenez le Nebraska, par exemple, qui a souvent une balance commerciale déficitaire vis-à-vis du Texas, le Nebraska s'acquitte de ce qu'il doit au Texas. Et les États-Unis fonctionnent ainsi. Et nous, en Europe, on est allé si loin, si je puis dire d'une façon prosaïque, dans le délire européen, qu'on est allé plus loin que les Américains. On osait... Et donc vous avez des préceptes européens qui font que l'Europe... J'en parlais avec un ami qui est Jacques Delarosière, ancien directeur du FMI et gouverneur de la Banque de France. Je le visite régulièrement. Et il y a un mois environ, je lui dis « Le système Target 2, Jacques. » Je lui dis « C'est une bombe à retardement. » Il me regarde, il me dit « On buvait un café dans son bureau. » Il me dit « Mais Tom, c'est pas une bombe à retardement. C'est une bombe tout court. » Et on a plusieurs systèmes dans cette eurozone, dans cet eurosystème, qui font que ça ne peut pas tenir et que plus on va accroître la désindustrialisation, la dépense publique de pays qui n'ont pas les ressources et la croissance nécessaires pour amortir cette dépense, plus on va devoir recourir à de la supercherie, de l'impression monétaire détournée. Du maquillage. Donc il y a eu le quantitative easing, il y avait eu les achats à long terme également, même avant le quantitative easing, parce que pour rappeler quand même ça aussi, le quantitative easing, ça va à l'opposé des préceptes initiaux de l'eurozone. Donc, expliquez peut-être précisément aux téléspectateurs de quoi il s'agit. C'est tout simple, le quantitative easing, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, qui devient la Banque Centrale émettrice de la France également, puisque la Banque de France n'est plus une banque émettrice de monnaie, c'est une banque centrale mais qui n'émet pas de monnaie, qui n'a pas de souveraineté monétaire. Et la Banque Centrale Européenne achète sur le marché secondaire, principalement à des banques, des titres obligataires qui avaient été achetés par ces banques, par ces organismes,
et qui avait été émis par la France. Donc le fait que la Banque Centrale Européenne, qui est la banque des banques, qui est on va dire qui devrait conserver sa dimension sacrée, en tout cas, d'émetteur de monnaie, de grand patriarche de la monnaie, fait baisser le taux d'intérêt auquel les pays, comme la France justement, pour lesquels elle a acheté les obligations sur le marché secondaire, vont s'endetter, puisque le raisonnement sur les marchés, c'est que la Banque centrale achète sur le marché secondaire des titres obligataires à des banques qui, par conséquent, parviennent à s'en délester et vont peut-être à nouveau pouvoir acheter des titres obligataires français. Alors que si la Banque centrale n'achetait pas ces titres obligataires, naturellement, au bout d'un moment, étant donné qu'ils ne valent pas grand-chose, ça fait monter les taux d'intérêt parce que les banques n'ont plus suffisamment de liquidités pour acheter les nouveaux titres obligataires émis par la France. Bien sûr. Quantitative easing, ça a démarré en 2015. C'est pas parce qu'on nous dit souvent le quoi qu'il en coûte. On entend tous les politiques aujourd'hui nous dire mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il y a eu le Covid, il fallait laisser les sociétés s'effondrer, il fallait laisser tout le monde mourir. Non, c'est pas la question. Le quantitative easing, ça a démarré, ça a été inventé par les Japonais, pour la petite histoire, en 2000. Ils ont vécu une période catastrophique après ça. En 2006, ils ont juré qui n'y reviendraient jamais, et grand Dieu, jamais. Ils y sont revenus ensuite, ils ont revécu la même situation. Les Américains ont fait la même chose en 2010, sauf que les Américains, comme je dis souvent, c'est très différent. Ils ont des entrées de capitaux à long terme, ils ont une monnaie qui est très robuste. Ils ont une masse monétaire aussi qui est différente. La masse monétaire, voilà, comme je dis, quand vous parlez des monnaies, vous regardez le dollar. Le dollar, j'ai pour habitude de dire que c'est l'auxiliaire par rapport au verbe. Vous avez être et avoir et vous avez tous les autres verbes, et là vous avez le dollar et vous avez toutes les autres monnaies. Incontournable, voilà, presque. Que ce soit euro ou les autres. Et vraie monnaie, parce qu'il y a l'or, mais qui n'est pas une monnaie d'échange de la même façon, mais je veux dire, véritable monnaie très liquide. Et donc le quantitative easing, nous on l'a démarré en 2015. Et ce qui est intéressant, c'est que vous observez les chiffres d'inflation en France, par exemple. De la création de la zone euro à 2020, vous avez une inflation qui oscille autour de 2%, et qui se situe entre 0 et grand maximum 3% à peu près. Personnellement, je pense que le meilleur taux d'inflation, c'est 1,3, 1,5. La Banque Centrale Européenne jugeait qu'il valait mieux 2% de perte de la valeur de la monnaie. Donc elle a tout fait pour alimenter cette inflation. À la rigueur, pourquoi pas ? C'est pas la mesure la plus dramatique. Comment elle a fait alors, justement pour l'alimenter ? En imprimant de la monnaie, premièrement, et en ayant des politiques plus expansionnistes. Puisque si vous imprimez de la monnaie, si vous accordez plus de crédit, à l'époque par le biais des banques centrales, vous avez naturellement une perte de la valeur de la monnaie. Ça va aussi dans le sens de l'élargissement de l'Union européenne avec des pays avec une économie plus faible. Oui, alors ça dépend des économies et ça dépend des endettements aussi. Parce que finalement, ce qu'on appelait des économies plus faibles sont des économies plus fortes aujourd'hui. Et moins endettées, bien sûr. Vous regardez la croissance de l'Espagne, tous les PIG, Grèce, Portugal, Espagne, même Italie, ils ont quand même de la croissance plus que la France aujourd'hui. Et après, vous avez des pays comme la Croatie qui ont intégré il n'y a pas longtemps la zone et qui ont vu leur endettement grimper en flèche en seulement 3 mois. Mais vous observez l'inflation et vous apercevez très clairement qu'à partir du moment où la Banque centrale permet aux banques commerciales, qu'on appelle les banques de second rang, auprès desquelles vous avez un compte BNP Paribas, Crédit Agricole, groupe BPCE, tout ça, d'accorder des crédits. Il n'y a pas d'inflation. Parce qu'il y a de l'impression monétaire, ça fait baisser la valeur de la monnaie naturellement puisqu'il y a de l'impression monétaire, mais ça génère de la richesse et ça permet de générer de la croissance ou d'apaiser également les agents économiques privés et familiaux parce qu'il va y avoir le petit couple qui a acheté une maison et qui va faire sa vie et pouvoir travailler, l'entrepreneur qui investit, qui a un cash flow, qui peut... Et donc, de 2002 à 2008... La politique est plutôt expansionniste parce qu'il fallait inonder d'euros puisqu'on venait de créer la zone. On a mis l'euro en service en 2002. En 2008, il y a la crise des subprimes, la crise de la dette souveraine ici, crise grecque. Ça induit un climat de frilosité. Sur la zone, la BCE devient beaucoup plus restrictive. Donc, elle cesse d'imprimer de la monnaie. Elle remonte ses taux directeurs. Et l'inflation diminue petit à petit. Et on arrive même à 0, je crois, en 2014-2015.
Mais il n'y a pas de problème, on reste entre 0 et 3%, que la politique était expansionniste ou restrictive. Et à partir de 2015, il y a une politique de quantitative easing qui est mise en place. Ça veut dire que la Banque centrale se met à imprimer de la monnaie pour satisfaire la dépense publique, mais plus pour permettre aux agents économiques d'être alimentés. Et ce ne sont plus les banques commerciales qui accordent des crédits en proportion de la monnaie qui est imprimée. C'est la dépense publique qui se fait directement par rapport à l'impression monétaire détournée de la Banque centrale. Et là, on s'aperçoit en 2020 que l'inflation monte en flèche, et puis après, on est monté à une inflation qui a été ingérable, avec quelques mois auparavant, là non plus, j'ai rien contre Christine Lagarde, mais qui disait « je ne sais pas ce que c'est l'inflation, il n'y en aura jamais ». Et on a appris ce que Si je résume peut-être vos propos avec des mots plus simples, en fait, on a le sentiment que la Banque centrale alimente un puissant fonds pour la dette publique, mais en même temps bloque l'impression pour aider les ménages, pour aider la croissance, les entreprises, l'économie réelle. Totalement, très clairement. Mais il y avait donc le quantitative easing, vous regardez les achats à long terme également qui avaient démarré un premier volet en 2010. Et là aussi, c'est quand même, c'était pas des montants faramineux, mais le premier volet, ça devait être, on était à 500 milliards, je crois, environ, pour le premier volet d'achat à long terme. Il y en a eu 3. Premier volet, la motivation qui était affichée, c'était on va apporter des achats du crédit aux banques commerciales de la part de la Banque centrale à long terme, mais à des taux largement favorables pour que les banques commerciales puissent octroyer des crédits aux ménages et aux entreprises. Jusqu'ici, tout va bien. Au contraire, c'est plutôt positif. C'est très bien. Ouais. Sauf que les banques commerciales ont fait ça pour acheter quoi ? De la dette. La Banque centrale se dit, après, bon, c'est quand même compliqué, on avait fait ça pour que ce soit les ménages qui en profitent, et ce sont les États qui en ont profité, les banques commerciales ont acheté de la dette. Mais elle refait un second volet de LTRO. Et elle en fait un troisième ensuite. Et on s'aperçoit que finalement, toutes ces politiques n'ont pas eu... Mais il y avait une seule règle à imposer. Il fallait que la Banque centrale, à ce moment-là, dise « Nous accordons ces crédits sur le compte de la... » Ça, c'est un peu technique, mais on va dire de la Banque centrale, parce que chaque banque commerciale détient un compte à la Banque centrale. Et pour que la banque commerciale puisse créditer un particulier, il faut que la Banque centrale lui prête de l'argent en fonction de ses réserves. Et il fallait que la Banque centrale impose à toutes les banques commerciales, si elles profitaient justement de ces crédits à des taux favorables, d'accorder des crédits, elles, aux particuliers et aux entreprises. Bien sûr. Et c'était la Banque centrale qui était décisionnaire en plus, donc elle pouvait le faire. Et c'est la Banque centrale qui était décisionnaire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, moi je lis les communiqués, je lis la presse également, mais je lis tous les communiqués de la Banque centrale. Il y a une mesure qui est très importante. Ça vous fait encore une différence avec Bruno Le Maire, à mon avis. Mais je ne sais pas si je pense pas que Bruno Le Maire soit mal intentionné. Je ne crois pas qu'il soit mal intentionné, mais je pense que Bruno Le Maire est quelqu'un qui évolue dans un milieu très fermé et qui est en totale déconnexion avec la réalité, que ce soit monétaire, économique. Bruno Le Maire, aujourd'hui, comme je disais précédemment, fait partie d'un système qui est bureaucratique, technocratique, qui vide l'endettement public également et qui ne veut pas que ça s'arrête. Je veux dire, c'est pour ça que quand je dis au pouvoir, il faut des entrepreneurs, il faut des gens qui ont l'habitude de gérer des business, qui ont l'habitude de s'en sortir, qui ont l'habitude de faire des choses et qui comprennent que ce qu'on veut, c'est créer de la richesse en France pour que tout le monde puisse en profiter et qu'il y ait de la dépense publique également, mais que c'est pas trouver la petite manœuvre fiscaliste, si je puis dire, publique, qui nous permettra justement, d'une façon détournée, d'accroître la dépense publique. Pour aller dans votre sens de la déconnexion de Bruno Le Maire, je vous propose qu'on regarde quelques extraits du ministre de l'économie et des finances. Je veux vous remercier, vous, tout le groupe MoDem et toute la majorité, pour votre lucidité et pour votre engagement en matière de rétablissement des finances publiques. Et je sais que cela fait partie de l'ADN de votre groupe et de l'ADN de cette majorité. Je rappelle ce qui s'est passé depuis 2017 très brièvement. S'il vous plaît, mes chers collègues. De 2017 à 2019, cette majorité, seule et sans le soutien de personne, a rétabli les finances publiques, est revenue sous les 3% de déficit et a baissé la dette publique française. C'est cette majorité qui a rétabli les finances publiques. Nous avons ensuite été confrontés à deux crises majeures. La crise du Covid, crise économique la plus grave depuis 1929, la crise inflationniste, crise la plus grave depuis les années 70. Nous avons protégé, nous avons mis en place le quoi qu'il en coûte sous l'autorité du président de la République. C'était des décisions justes, c'était des décisions nécessaires, c'était des décisions protectrices, c'était des décisions qui ont sauvé des entreprises, des salariés et l'économie française. Maintenant que nous revenons à la normale,
j'appelle à la prise de conscience collective. Nous devons réduire nos déficits, nous devons couper dans un certain nombre de dépenses et nous devons revenir sous les 3% de déficit public en 2027 et à l'équilibre de nos finances publiques d'ici une dizaine d'années. Alors c'est vraiment la démonstration du en même temps, parce que finalement ils ont tout réussi, mais à la fin il faut quand même changer de cap. Mais il ne propose rien, mais il écrit des livres, mais Emmanuel Macron lui rappelle qu'il est ministre de l'économie, mais il pourrait rappeler à Emmanuel Macron qu'il est président de la République. Enfin, c'est un sketch. Mais d'ici une dizaine d'années, les monnaies fiat se seront tellement effondrées, j'ai envie de dire, que les petits plans budgétaires, parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte également. Si vous avez une unité de mesure qui est faussée, volontairement, qui plus est, qui est truquée par c'est l'ouvrier lui-même qui coupe son mètre ou qui fausse son niveau et qui continue à travailler avec, vous ne pouvez pas faire des plans sur 10 ans, c'est pas possible. Je veux dire, que vaudra... Parce que, vous regardez la situation turque, par exemple, ils sont montés à 140% d'inflation, les Turcs. Donc nous, lorsqu'on est à 3%, on commence à s'affoler, à 5, à 6, on a l'impression qu'on est étranglé. Et pourtant, vous comparez avec la Turquie, vous regardez les appareils de production en Turquie, tout fonctionne beaucoup mieux qu'en France. Vous allez dans une clinique privée en Turquie, vous serez bien mieux soigné qu'en France. La preuve, il y a plein d'influenceurs qui y vont, je crois. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vont. Si vous voulez vous faire des implants, par exemple, vous allez les faire en Turquie, beaucoup, pas vous, mais beaucoup le font. Et donc, on ne peut pas faire des plans sur 10 ans en faisant... totalement abstraction des questions monétaires. C'est ça le grand drame, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois une élite politique qui dit je sens qu'il y a quelque chose sur la monnaie, mais étant donné que je ne comprends pas, et que je n'ai pas le temps de m'en occuper, et que je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà tiré des plans là-dessus, je ne veux pas chercher à comprendre. Or, l'origine de la prochaine crise est monétaire, elle n'est pas économique, elle est monétaire, parce qu'on va tous se retrouver avec des appareils de production différents les uns des autres. On va se dire, bon, le Sénat, est-ce que ça sert à quelque chose un petit peu plus que le CESE, par exemple, le Conseil économique et social ? Vous, moi, les journalistes de Libération, tout le monde, on va se mettre autour d'une table et on va être tous d'accord d'un seul coup. On se dira, effectivement, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est plus utile que le CESE et l'ADEME. Donc, si on n'a plus de liquidité, qu'est-ce qu'on garde ? On gardera le Sénat et pas le CESE. Et c'est à partir de là qu'on va s'apercevoir qu'il y a des appareils de production également. On a oublié ce qu'était un appareil de production. On a une classe politique qui oublie ce qu'est un appareil de production. Peut-être parce qu'elle ne produit pas beaucoup. Oui, parce qu'elle ne produit pas beaucoup, justement. Et parce qu'elle a le culot, d'autant plus, de sanctionner ceux qui produisent. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur et que vous avez une idée et que vous faites quelque chose qui marche, qui répond à une demande, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui vient vous voir en disant non mais ça répond pas à notre cahier des charges parce que aujourd'hui on a décidé que c'était tout à l'électricité. Effectivement il y a 10 ans on avait décidé que c'était tout au gaz. Donc si votre idée marchait au gaz c'était très bien aujourd'hui. Il faut qu'elle marche à l'électricité. Donc on a une forme de schizophrénie dans l'état d'esprit des politiques qui fait que les agents économiques ne peuvent plus répondre. Et ils sont eux-mêmes obligés d'agir d'une façon détournée. Vous savez sur la monnaie, j'ai pour habitude de dire que la sacralité de la monnaie, la dimension magnifique et sacrée de la monnaie, vient du fait, et je peux le dire parce que je suis même contre la légalisation du cannabis, vous voyez, mais du fait que la barre de shit vaut 50 €, ou je ne sais pas combien ça coûte, mais je veux dire 50 € en proportion par rapport à ce que l'imposition... au montant d'imposition, par rapport à ce que vaut un appartement, par rapport à ce que vaut une voiture, 1 kilo de farine, un rouget barbé ou une sole. La beauté de la monnaie, c'est ça. C'est le fait de se dire que, quelle que soit la décision, et qu'on ait une classe politique de gauche ou de droite, et que donc il y ait des gens de droite d'un seul coup qui disent nous on veut moins de dépenses sociales, on veut moins de chômage et moins de RSA. Et qu'après il y a des gens de gauche qui arrivent en disant nous on veut plus de dépenses sociales et on veut plus d'énergie verte. À partir de là, la monnaie est neutre. Normalement, si on a un peu de bon sens et si on a un peu de respect pour la monnaie. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a une classe dirigeante sur le plan monétaire qui veut faire de la politique également. À partir de là, vous ne pouvez plus avoir de monnaie. Le principe même de la monnaie, et je reviens à Jacques de la Rosière également qui me disait un autre jour, il faudrait que l'on incite à créer un organisme supérieur aux banques centrales. Et là, c'est moi qui lui ai dit, mais Jacques, regarde, ça existe déjà. Mais le problème, c'est que ces organismes, que ce soit la BRI dans le monde occidental, donc le Fonds monétaire international, parce que la finance mondiale, une finance occidentale internationalisée,
J'espère que ça durera parce qu'on est quand même occidentaux, mais on voit bien que ça risque de moins durer que ce que nous l'avions prévu et que les BRICS risquent de faire ce que nous avons fait il y a 70 ans. Ce que les Américains ont fait en tout cas, mais nous étions leurs alliés, on sera moins les alliés des BRICS. Et il y a déjà des organismes qui sont au-dessus des banques centrales. Et les banques centrales elles-mêmes doivent déjà être indépendantes, surtout la BCE, parce que la Réserve fédérale, au moins, a l'avantage de travailler de concours avec l'élite politique américaine, puisqu'elle a deux mandats, la stabilité du dollar, de leur monnaie, mais également la croissance des États-Unis. Alors que la BCE, normalement, c'est seulement la stabilité de la monnaie. Et même la stabilité de la monnaie, en ayant un seul mandat, on s'aperçoit que la monnaie n'est pas stable et que la monnaie perd énormément de valeur, ou alors, pire, aujourd'hui, que la monnaie n'est pas forte, mais qu'elle est chère. Ça signifie qu'il y a des pays, justement, comme la France, justement, ou l'Allemagne, qui sont obligés d'assumer une monnaie chère. Ça veut dire que la France et l'Allemagne sont le smicard qui roule avec un Hummer et qui fait 1000 km tous les 15 jours et qui est obligé d'aller faire le plein. C'est le gilet jaune. Et qui n'a pas, pas les moyens de les payer. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous avons une monnaie qui ne nous apporte plus rien, qui sanctionne nos exportations, mais qui ne nous apporte plus rien. Je vous en prie. Alors, justement, à ce sujet, on a toujours entendu dire, les souverainistes, que l'euro ne pouvait pas convenir à la France parce qu'il avait été fabriqué sur le modèle du Deutschmark. On sait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est dans une situation qui est plus délicate qu'il y a quelques années, notamment à cause des sanctions contre la Russie, qui a rendu son énergie très riche. Oui, mais ils s'en sortiront mieux que nous, malgré tout. Est-ce que, quelque part, la France peut tirer profit de la situation délicate dans laquelle se trouve l'Allemagne ? Premièrement, l'euro aurait pu être une bonne idée si nous avions respecté au moins les préceptes initiaux que je rappelais. 3% de dépenses publiques, 96% d'endettement, une stabilité monétaire et une inflation à 2%. Et stabilité bancaire également. Aujourd'hui, les Allemands... Bon, évidemment, il y a la crise énergétique. Bon, on ne va pas en parler parce que beaucoup en ont parlé. Et là, je crois que tout le monde, parmi votre public également, connaît la situation. Il y avait le gaz russe, ils l'ont plus, ils ont coupé du gaz russe, ils se retrouvent en difficulté. Et ils ont démantelé le nucléaire, ils sont obligés de rallumer le charbon. Sur les machines-outils, ils sont meilleurs que nous, les Allemands. Sur l'industrie pharmaceutique également, ils sont meilleurs que nous, les Allemands. Les heures de gloire du luxe, c'est plutôt derrière que devant. Et nous avons des industries du luxe. Elles ne vont pas s'effondrer, les géants du luxe ne vont pas être dépossédés. Et ça ne sera plus des moteurs comme ils l'ont été jusqu'à présent. Pourtant, Bernard Arnault, je crois qu'il est sacré premier homme. Oui, bien sûr. Non, mais Bernard Arnault, ça ne va pas s'effondrer, bien sûr. Mais je veux dire, les empires. Oui, mais vous observez Kering, vous voyez que Kering, c'est en train de s'effondrer, par exemple. Et Bernard Arnault en est conscient lui-même, il va être contraint de se diversifier par la suite. Alors, Bernard Arnault, il a 75 ans, mais c'est descendant, que ce soit Antoine ou. Et c'est très bien organisé, qui plus est la famille Arnault. C'est vraiment une organisation ciselée, millimétrée. Ils travaillent vraiment très bien, en bonne intelligence, et ils ont fait les meilleures opérations depuis 30 ans, si je puis dire. Bernard Arnault, ça a été l'entrepreneur qui est devenu milliardaire en étant commerçant et en faisant du commerce lorsque le commerce fonctionnait encore et en faisant de la finance lorsque ça a été l'heure de la finance. Mais le monde est en train de changer et demain, ça ne fonctionnera plus ainsi. Donc c'est pour ça que je dis que demain, on va revenir à des économies de marché qui vont être régies par la demande, parce qu'il y a malgré tout une demande qui existe. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Je veux dire, on ne va pas tous se calmer, entre guillemets, en se disant, bon, ben, je soit mon chômage, ma retraite, mon épargne qui diminue à vue d'œil, la dépense publique qui investit dans les énergies vertes, et je respecte les cahiers des charges que l'État m'envoie. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il va y avoir du progrès, il va y avoir du numérique, effectivement, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des dissidences et des gens beaucoup plus matérialistes qui vont vouloir revenir, pas du minimalisme, mais à de l'archaïsme, c'est-à-dire à l'essentiel, et qui vont dire non, la société de diabétiques, de cancéreux, d'obèses, au Coca-Cola ou au fast-food, ou aux produits véganes avec des émulsions mis en boîte, on n'en veut pas, et on veut revenir à des savoir-faire, à ce qu'on savait justement pratiquer pour que la vie soit belle il y a encore 70 ans ou 80 ans. Et je suis jeune et pas passéiste, je veux dire, c'est pas ringard de dire ça, c'est pas passéiste. Oui. Donc on va revenir à des fondamentaux qui vont être que ces unités de mesure, les appareils de production qui vont permettre cela, vont obligatoirement être corrélés à une unité monétaire. Dans l'absolu, l'unité monétaire que nous avions jusqu'à présent était parfaite. Elle était internationalisée, elle était dirigée par les Occidentaux, que nous sommes, plus par les Américains que par nous les Européens, mais ça allait, on était les alliés des Américains, ça fonctionnait plutôt bien. Ça tend à disparaître ou à être beaucoup plus instable en tout cas, parce que
$2 sur 3 qui sont en circulation aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans et sont nés en dehors des États-Unis, donc sous forme de titres obligataires. Donc oui, l'écueil de la BCE, on le retrouve avec la Fed. Voilà, mais la BCE a suivi d'ailleurs la Fed. Aujourd'hui, on a une monnaie dette, on a 360% d'endettement global par rapport à notre PIB. Mais il va y avoir des unités de mesure qui vont être beaucoup plus stables, parce que vous aurez toujours une forme de bon sens en quelque sorte. Et c'est ça qui est fascinant dans la vie, c'est que, alors il peut y avoir une disparition, par contre il y a des cataclysmes, mais s'il n'y a pas de cataclysme, il y a une forme d'homéostasie qui fait que si vous prenez 30 kilos, votre corps va s'adapter. Et si vous êtes 2 milliards d'êtres humains en 1960 et 8 milliards en 2024, la planète va s'adapter. Mais il va y avoir des bouleversements. Alors elle s'adapte, mais on ne revivra pas, on ne reconnaîtra pas ce que l'on a connu il y a 60 ans. Et sur la monnaie, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a l'émergence de Bitcoin. Alors, je ne crois pas du tout à Bitcoin qui est arrivé comme ça. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Mais au-delà du fait que Bitcoin, je le dis très clairement en préambule, c'est une création de la Réserve fédérale qui a compris, mais c'est là aussi l'aspect fascinant des États-Unis, c'est que les États-Unis ont compris que le système monétaire était en train de s'effondrer et qu'il allait y avoir une nécessité d'une nouvelle unité de mesure. Et que cette unité de mesure, ça allait être la crypto-monnaie. Et ils ont réussi avec Bitcoin à imposer, comme ils avaient imposé, pas seulement le dollar, mais comme ils avaient imposé Hollywood, comme ils ont imposé Marlboro, Coca-Cola ou... Ça, c'est quand, même votre point de vue, parce que personne n'ose dire ça. Personne n'ose parce que personne n'a compris ou ne veut comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Vous savez, moi, je vois beaucoup de personnes également qui me disent en aparté, tu as raison, mais qui n'osent pas le dire, parce qu'ils ne veulent pas aller au bout du sujet. Mais moi, on peut en parler très directement, je vous dis sur Bitcoin, parce que mon idée n'est pas de passer pour un illuminé qui a envie de saquer la Réserve fédérale. C'est pas la question. Au contraire, je dis que c'est une idée... saquer Bitcoin. Voilà, ou Bitcoin. Voilà, parce que je vois sur des commentaires, j'ai fait beaucoup de vidéos avec... Mathieu Faraco, notamment de la chaîne YouTube Librairie, que je salue, on avait parlé du Bitcoin, et j'ai vu beaucoup de commentaires, pas défavorables, mais de personnes qui disent « Ah, je suis déçu, je pensais que Tom Benoît allait être fan du Bitcoin. Ça correspond à son état d'esprit, c'est libéral, c'est décentralisé. » C'est pas que je suis pas fan du Bitcoin, c'est que j'ai aucune raison d'être religieux. Je veux dire, je pourrais être fan du paradis si j'étais certain qu'il existe, mais je pense malheureusement qu'il n'existe pas. Je pense pas que le Bitcoin existe tel qu'il nous est présenté comme un outil décentralisé. Je vous explique pourquoi. Premièrement, le Bitcoin apparaît après la crise des subprimes en 2008, 2009. Aujourd'hui, moment opportun. Si je vais au bout de ce que vous sous-entendez. Je ne précisais même pas parce que voilà. Vous avez les deux grandes banques centrales du monde. Je parle simplement de ces deux-là. Réserve fédérale et Banque centrale européenne. Et la SEC à côté, qui autorise, qui contrôle les marchés, qui a validé l'ETF, Bitcoin, donc qui favorise, on va dire, à 100% l'émergence de Bitcoin. La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale ont approuvé Binance, qui est une plateforme de trading, d'exchange qui a pour principale vocation de faire s'acquitter des paiements d'une façon ou d'une autre en Bitcoin, en crypto-monnaie différentes. Il y en a 200, je crois, qui sont validés par Binance, mais la grosse crypto-monnaie, c'est quand même Bitcoin. Binance, donc, qui a été validée par les deux grandes banques centrales du monde, est installée aux Maldives, où on ne sait pas exactement, on ne connaît pas exactement la structure juridique, les propriétaires, les fondateurs, et Bitcoin, qui est donc l'outil principal de Binance, qui est validé par la Banque centrale, qui valide donc également Bitcoin, on ne connaît pas le fondateur, on ne connaît pas la structure juridique, ça fait 1300 milliards de capitalisation boursière aujourd'hui, et donc la capitalisation, on parlait de Bernard Arnault précédemment, de LVMH, qui est quand même un géant, c'est 500 milliards aujourd'hui. Bernard Arnault a une adresse, on le connaît, il a une famille. Bitcoin, c'est 1300 milliards. Vous ne connaissez pas les propriétaires, vous ne connaissez pas les fondateurs. On dit qu'il y a un livre blanc de Bitcoin, on dit que c'est peut-être Satoshi Nakamoto, que c'est peut-être un japonais. Peut-être pas, peut-être qu'il est mort, peut-être pas. Mais en attendant, les banques centrales ont signé avec ces gens-là. Mais alors, quel serait l'intérêt ? On va continuer sur ce sujet, parce qu'on y est arrivé, mais quel serait l'intérêt pour les banques centrales, et tout particulièrement la Fed, d'avoir favorisé l'instauration du Bitcoin ? Les banques centrales ont compris que la monnaie dette qu'elles avaient créée, parce que la monnaie n'a pas toujours été une dette, et la monnaie s'est bien souvent effondrée. Le Deutsche Mark, qui était une monnaie très puissante justement avant l'euro, et on a adossé l'euro au Deutsche, s'était effondré dans les années 20, seulement 80 ans auparavant. Et à partir des années 90, il y a eu ce que j'appelle un système obligataire contemporain et numérisé. Ça veut dire qu'on a pu émettre de la dette et des titres obligataires d'une façon numérique, à 100% numérique. Et là, ça a été la démesure algorithmique qui a fait qu'on a pu s'endetter d'une façon
que le passé ne nous permettait pas. On ne pouvait pas s'endetter de la même façon en 1970 et en 2000 ou en 1995. Et petit à petit, les banques centrales ont compris, avec la première piqûre de rappel qui a été la crise des subprimes, par rapport à d'autres situations, parce qu'il faut quand même rappeler que les subprimes étaient notés AAA par les agences de notation. Et c'est le principe même de la monnaie dette, c'est qu'on a accordé des crédits sans collatéraux, tangibles, on a imprimé de la monnaie sur du crédit sans qu'il y ait de collatéral, sans qu'il n'y ait rien de palpable. Et donc, à ce sujet-là, sur les agences de notation, l'autre fois, j'ai vu que vous aviez aussi interrogé Alain Madelin, oui, il est qui a très dit brillant, qu'on n'en Alain. avait strictement rien à faire des agences de notation et de leur notation. Mais Alain Madelin a dit quelque chose de vrai. Voilà, quelqu'un de brillant que je salue et qui a été ministre des Finances français, qui ferait mieux justement d'être consulté aujourd'hui par l'élite politique. Quand je lui ai parlé de l'agence, c'était il y a 1 an déjà, je lui ai dit est-ce que Fitch, il m'a répondu, il m'a dit mais tout le monde se fout, mot pour mot, il m'a dit tout le monde se fout de Fitch et Standard & Poor's. Alors j'ai souri parce qu'on était en direct. Lui, tout le monde se fout. Il me dit mais oui, évidemment, tout le monde se fout parce qu'il parle librement, Alain Madelin. Il est plus au pouvoir, il est plus aux manettes, et il sait que Standard & Poor's sont les inspecteurs des travaux finis. Et Standard & Poor's, ils sont là pour apporter une notation. Et au-delà de ça, vous mettez dans la peau de Standard & Poor's. Je suis obligé de parler de ça puisqu'on parle de Fitch et je reviendrai sur le Bitcoin ensuite. Ils ont raison de noter la France AAA ou d'abaisser légèrement la note. Et là, on dit que Fitch va peut-être abaisser la note d'ici quelques semaines, c'est le 26 avril, après, pas sûr, peut-être, mais alors s'il la baisse, ce sera très léger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Fitch a dit très récemment dans un communiqué, les mesures et les déclarations du ministère de l'économie sont peu ambitieuses et peu crédibles, il y a 3 semaines. Parce qu'on a découvert qu'il n'y avait pas 4,9 de déficit comme le prétendait jusqu'à il y a quelques semaines Notre ami Bruno Le Maire. Bruno Le Maire et toute la Macronie, mais qu'il y avait 5,5% de déficit et qu'on dépasse donc très largement des 3% de déficit qui sont imposés par la zone euro. Mais vous mettez dans la peau de Fitch. Fitch, qu'est-ce qu'ils observent? Ils se disent, bon, on a un pays qui est la France, à qui on doit prêter, enfin à qui on va prêter, et nous on est chargé, c'est pas nous qui prêtons Fitch, mais on est chargé d'estimer la capacité de remboursement. La France peut rembourser, puisqu'elle a une population qui a 6 000 milliards d'épargne. Elle a des biens publics, et la population a de l'immobilier. Donc, même s'il n'y a plus de levée d'imposition, et même si on allait à 10% de déficit public, moi, de l'extérieur, si je suis un prêteur américain, et que j'écoute Fitch, je me dis, mais Fitch a raison, je peux continuer à prêter à la France. Parce que si je prête 10 milliards, je vais peut-être leur acheter un monument, un bâtiment, ou peut-être qu'il va y avoir des gens au pouvoir qui vont être contraints, plutôt que de se satisfaire de l'impôt sur les recettes, de dire il va falloir taxer les super profits. Ils ont déjà l'idée. Voyez. Absolument. Et les super profits et par ailleurs aussi l'épargne. Les autres alors également, ça a été évoqué aussi. Notamment pour aussi les sanctions contre l'Ukraine. Pas les sanctions, pardon. Il faudra y revenir précisément aussi parce que là ils se prennent à leur propre piège. Mais sur l'épargne, Bruno Le Maire avait parlé de la taxation de l'épargne. Il a dit il y a 30 000 milliards d'épargne en Europe. C'était dans une vidéo dans les couloirs du Parlement il y a 1 mois à peu près. Et déjà il a tort de dire ça parce que réellement, là je lui donne un conseil très sincère cette fois-ci, il met la situation bancaire française en grande difficulté parce qu'on a 5 mégabanques. Quand un ministre de l'économie d'un pays qui a 5 mégabanques dit on a 30 000 milliards d'épargne en Europe, on pourrait peut-être, parce que c'est pas saisir l'épargne au départ, mais c'est réorienter les intérêts en réalité de l'épargne. Mais pour l'imaginaire collectif, c'est un pas vers la saisie de l'épargne. Ça veut dire que de l'extérieur, et de l'intérieur aussi, il y a beaucoup de personnes qui se disent soit de dehors, je ne vais pas y aller, soit de dedans, je vais sortir et je vais partir. Ou en Suisse, ou au Moyen-Orient. Soit dit en passant, en sortir pour aller où Ah, vous pouvez, non, si, bien sûr, mais je vais vous dire, premièrement, vous allez en Suisse. C'est pas la BCE. Enfin, le commun des Français ne sait pas comment il peut sortir de l'argent pour aller en Suisse. Le commun des Français, s'il n'a pas de liquidité, il s'en inquiète pas. Mais il y a des Français qui ont de la liquidité, parce que les 6 000 milliards d'épargne ne sont pas nulle part. Donc il y a quand même des Français qui ne travaillent pas dans la presse, qui ne travaillent pas dans les médias, mais qui ont de la liquidité, qui ont eu des grands restos, qui ont gagné de l'argent comme ça. Et qui se disent, je vais peut-être aller voir en Suisse, parce que réellement, le jour où la Banque centrale suisse ou un ministre des Finances suisse dit on va puiser dans l'épargne, c'est qu'en France, il n'y aura plus une larme d'argent sur les comptes bancaires, là, je vous le dis très sincèrement. Et on va plus loin que ça, il y a les États-Unis aussi. Si vous allez dire aujourd'hui, mais Janet Yellen ou qui que ce soit aux Américains, on va se servir de l'épargne, ou Jérôme Powell, voilà, le président de la Fed, on va se servir de l'épargne,
Les Américains descendent dans la rue, font un massacre. Vous ne pouvez pas dire ça aux Américains. C'est comme sur le liquide, vous ne privez pas les Américains d'argent liquide, ils font du business avec ça du matin au soir. Il y a la réalité du terrain aussi que les politiques ne veulent pas admettre, mais c'est comme ça que ça se passe. Les Américains, ils marchent au tips encore. D'ailleurs, vous regardez les billets américains, ce sont toujours des vieux billets aux États-Unis. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis, je vais souvent vous regarder sur la côte ouest notamment. Il y a beaucoup de vieux billets parce que les Américains ne font pas passer les billets dans les banques, ils les déposent pas, ils se les passent entre eux, il y a des tips, ils se vendent un truc, alors qu'en France, tous les billets arrivent à la banque centrale assez rapidement, ils sont brûlés, ils sont réinjectés dans le circuit. Et réimprimés. Et donc, les Américains, eux, on est très loin de leur saisir l'épargne. Et nous, ici, le ministre de l'économie dit qu'on pourrait utiliser l'épargne pour l'effort de guerre en Ukraine, mais également plus long, sur une trajectoire plus longue, sur la transition écologique et ce que j'évoquais précédemment. Il a cité la transition écologique. C'est un risque incommensurable pour les banques françaises. Et ça peut même découler sur une catastrophe. Deuxièmement, vous me disiez comment quitter, c'est très simple, si vous avez de la liquidité, vous allez voir Dubaï par exemple au Moyen-Orient ou en Arabie Saoudite, il n'y a pas de dépenses sociales, il n'y a pas de problème politique, c'est à la croisée des chemins dans un monde où il y a quand même énormément de croissance, que ce soit l'Inde, la Chine, tout le Moyen-Orient. Toutes les grosses sociétés françaises font l'essentiel de leur chiffre d'affaires là-bas. LVMH, c'est 40% du chiffre d'affaires en Asie hors Japon et le reste au Moyen-Orient. C'est pas ici le chiffre d'affaires de LVMH. En France, c'est 5% à peine. Et c'est pas seulement LVMH, Total aussi. Vous regardez Total, le chiffre d'affaires, il est mondial aussi. Donc je veux dire, au Moyen-Orient, vous savez que si vous allez dans une banque au Moyen-Orient, avant que la banque fasse faillite, parce que le ministre de l'économie des Émirats, d'un des 7 Émirats, va dire on va puiser dans l'épargne, de l'eau aura coulé sous les ponts. Ça, mais c'est alors, le premier comment vous point. expliquez qu'en France, nos dirigeants politiques puissent se permettre de tels propos ? Et je vous le disais au départ, parce qu'eux ont une seule obsession. Ça n'est pas de se dire on va relancer l'économie française. Bon, on le voit bien d'ailleurs, ils ont camouflé les comptes jusqu'au dernier moment. C'est Marlex qui disait les comptes ont été maquillés, ça c'est une réalité, juste parce qu'ils ne l'ont pas appris la veille du jour lors duquel c'est sorti dans la presse, lors duquel c'est paru dans la presse, les 5,5 de déficit. Et ils le prévoyaient, mais ils n'ont qu'une obsession, c'est de dire comment est-ce que l'on va faire pour poursuivre la dépense publique et comment est-ce que l'on va faire pour trouver de l'argent pour l'État ? Mais on ne peut pas leur en vouloir à la rigueur, j'ai envie de dire. Eux, ils dirigent une entreprise qui est la dépense publique. C'est tout. Ils ne dirigent pas l'économie, ils ne sont pas à la tête de l'économie du pays, de l'économie libérale, de l'économie de marché, de la prospérité, de la création de richesses. Ils sont à la tête d'une catégorie de dépenses publiques, qui n'est pas l'hôpital public de surcroît, qui n'est pas les retraites. Ils sont à la tête d'une catégorie de dépenses publiques. Et si ça doit passer par la levée de l'impôt sur les sociétés, ça passera par là. Si ça doit passer par la taxation de l'épargne, si vous prenez, parce qu'ils parlent des super profits, mais on voit bien l'opération venir. Demain, premièrement, les super profits seront toujours à l'abri. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils ont bien raison, c'est normal, mais ça c'est la loi du plus fort, c'est humain. Ils ont tout ce que j'ai compris, moi, vous imaginez bien qu'ils l'ont compris avant moi, qu'ils l'ont vu venir et qu'ils ont prévu une porte de sortie. Donc forcément, à partir de là, les super profits ne seront pas super taxés. Par contre, ce qui va se passer, c'est que nous, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que lorsque vous dites, et ce sont les mots, je crois que c'est Yael Braun-Pivet qui parlait de taxation sur les super dividendes, en disant, il y a des sociétés qui ont profité, ou quelqu'un d'autre parmi la Macronie, qui ont profité de conditions favorables. Mais le principe même d'une entreprise qui gagne de l'argent, c'est de profiter de conditions favorables. Il n'y a pas une seule entreprise qui a gagné. Il y a deux solutions pour gagner de l'argent. La malhonnêteté, la corruption, et de l'autre côté, profiter de conditions favorables. Si vous profitez de conditions favorables, ça veut dire que vous n'avez pas fait du trafic d'organes, vous n'avez pas fait, mais il se trouve qu'à un moment, il y a une demande de cerises au mois de mai, vous en vendez, il y a une demande de masques pendant le Covid, vous en vendez, il y a une demande de voitures électriques, vous en vendez. C'est ça les conditions favorables. Et aujourd'hui, si on se met à s'imprimer dans l'état d'esprit français, en tout cas, que les super dividendes qui profitent d'une condition favorable de marché, c'est malsain, il n'y en aura plus un ici. Et vous ne les taxerez même pas parce qu'il n'y a pas une seule société qui s'installera en France. J'étais avec un ami, un collaborateur, qui est devenu un ami, client de ma société, qui est à Monaco il n'y a pas longtemps. Et on va faire un tour, on avait un rendez-vous décalé à 16h. Il travaille dans l'import-export et je lui dis, je vais te montrer un endroit sublime, ça s'appelle Beaulieu, à côté de Monaco, en France. Et on arrive à Beaulieu, on va boire un café à l'African Queen, petit restaurant très sympa sur le port de Beaulieu.
Ils me disent, effectivement, c'est magnifique, mais lui, il n'est pas français, il est en Espagne, une femme allemande installée en Suisse. Il me dit, mais je ne peux pas m'installer en France. Il me dit, si je m'installe en France, je vais payer trop d'impôts. Il ne faut pas que j'achète. Je lui dis, mais tu peux acheter un bien en France, tu ne seras pas taxé sur l'impôt sur le revenu. Mais pour vous dire que l'état d'esprit aujourd'hui de tous les entrepreneurs, c'est de se dire, la France, en termes d'imposition, ça sent mauvais. C'est la même logique, d'ailleurs, qu'il y a derrière leur obsession quant au gel des avoirs russes. Alors, le gel des avoirs russes, mais là, c'est une ironie sans nom, mais il faut avoir aucune connaissance monétaire. Je ne fais pas de géopolitique là-dessus. On peut en faire après, mais je veux dire, sur le sujet purement monétaire, qu'on soit en conflit avec les Russes, je veux bien l'entendre. Qu'on soit en conflit avec notre pays, je veux bien l'entendre également. Par contre, au-delà du conflit, se dire que les Russes, qui nous exportaient de l'énergie, et auxquels on envoyait en retour de la monnaie, c'est-à-dire de l'euro, ont stocké sous forme de titres dans une société qui s'appelle Euroclear, qui est au Luxembourg ou en Belgique je crois, 245 milliards d'avoirs, et qu'on veut leur saisir et réorienter les intérêts vers les ennemis des Russes, c'est-à-dire ceux avec qui ils sont en guerre aujourd'hui et les Ukrainiens, ça va mettre fin premièrement à Euroclear avant de parler du système financier. Parce qu'une société de dépôt, ça a un seul intérêt, c'est de conserver la liquidité. Ouais. S'il y a une société de dépôt qui dit « Ah oui, mais là, on est venu me voir en me disant qu'il y avait une guerre et que, qui plus est, il y a quand même toute une partie du monde qui est derrière les Russes, une partie du monde qui est derrière l'Ukraine. » Et je précise bien, je ne suis pas là pour dire qu'il faut massacrer les Ukrainiens, c'est pas la question. J'ai beaucoup d'amis ukrainiens qui... Mais c'est pas le sujet, en plus. Voilà, c'est pas le sujet, je veux dire. Je connais beaucoup d'Ukrainiens, j'ai beaucoup d'amis russes également, et bon, je connais beaucoup les ambassadeurs russes, ukrainiens, et j'ai de bons rapports avec les deux. Et je suis le premier, quand on parle en aparté, tous ensemble, on s'aperçoit qu'il faut mettre fin à ce conflit, mais d'une façon diplomatique. Voilà, c'est pas en ayant une c'est déjà être considéré comme pro-russe, hein, maintenant, de dire ça. Hein. Oui, mais c'est déjà... Voilà, non, mais j'ai pas peur, parce que mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Donc si on dit... je pense m'exprimer assez clairement en disant, voilà, je suis ni d'origine russe, ni d'origine ukrainienne, et je suis ni anti-russe, ni anti-ukrainien, et j'ai la sympathie et les faveurs des deux dans la société civile. Donc j'ai aucun mal à m'exprimer sur le sujet. Mais par contre, qu'une société comme Euroclear fasse ça, ça veut dire que demain, elle sera en faillite. Et que plus largement, là, alors c'est intéressant parce qu'au mois de mars, ils ont pris la décision à la Commission européenne. Et je me demande pourquoi on a si peu entendu les banquiers centraux de la zone euro et surtout la Banque centrale et le Conseil des gouverneurs et la Banque centrale européenne. Parce que c'est un sujet monétaire, c'est pas la Commission... Il faut voir qui siège à la Commission, surtout. Quand vous voyez les députés européens aujourd'hui, on est loin de Jacques Chaban-Delmas ou du général de Gaulle. Hein, c'est pas, ou même de nos confrères allemands, Helmut Kohl et les autres. Je veux dire, ils prennent une décision qui est politique, mais qui va s'abattre d'une façon monétaire. Et ils se retrouvent face à un mur, d'ailleurs, qu'ils n'avaient même pas pris en considération. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu quelques personnes un peu plus lucides et sur ma ligne à la Commission au mois de mars, qui a dit « On attend, on est d'accord ». Mais on reverra ça au mois de juin. On réexaminera ça en Italie et ils doivent le réexaminer au mois de juin. Parce que, premièrement, ils se sont dit, bon, on a 245 milliards de titres. Et je crois que c'est à peine à ce moment-là qu'ils ont compris que ce n'était pas de la liquidité. Parce que dans leur état d'esprit, je crois qu'ils s'étaient dit, trop tard. On va prendre de l'argent qui est russe, on va l'envoyer en Ukraine, on va acheter des armes et on va faire gagner les Ukrainiens. Je pense que l'idée, c'était ça. Et ils ont compris que ce n'était pas de la liquidité, mais des titres obligataires et qu'ils n'allaient pouvoir simplement que réorienter les intérêts. Parce que si, par contre, on se met finalement à traduire des titres obligataires avec notre monnaie en euros... on va se retrouver avec un problème à l'intérieur de notre zone, parce qu'on va s'apercevoir finalement que c'est toute notre monnaie qui vaut plus rien, parce que si nous-mêmes on fait un petit jeu de titres obligataires qu'on retraduit en monnaie, ça peut plus fonctionner ensuite. Donc là, ils veulent réorienter les intérêts. Premièrement, c'est dérisoire, parce que c'est 3 à 5 milliards par an sur 245 milliards. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'au début du conflit, en février, les Russes se sont trompés, mais c'était assez logique à ce moment-là. Ils ont retiré tous les titres qu'ils avaient déposés aux États-Unis, parce qu'ils s'étaient dit les États-Unis vont être bien plus virulents que la zone euro. Et ils se sont trompés parce que c'est la zone euro et c'est l'Union européenne qui a été plus virulente que les États-Unis. Sur le conseil des États-Unis, d'une façon ou d'une autre. Hein. Oui, mais dans leur intérêt aux États-Unis. Vous savez, les Américains, et c'est là où je salue, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui défend ses intérêts. Et les Américains ont une logique, je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est malsain, mais ils ont une logique et elle est tout à fait cohérente. Nous n'en avons pas en zone euro, c'est ça le problème. Mais les Russes ont retiré leur liquidité, leurs avoirs, sous forme de titres des sociétés de dépôt américaines. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 5 milliards aux USA.
Et il y a 245 milliards en Europe, dans la zone euro. Il y en a un peu en Suisse. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais précédemment, on voit que les Suisses sont un peu plus frileux là-dessus et que la zone euro essaie de faire du forcing pour qu'eux aussi saisissent ces avoirs. Mais ils sont plus frileux parce que en Suisse, il y a quand même une élite bancaire beaucoup plus structurée que dans la zone euro. C'est le pays des banques, la Suisse, que ce soit au niveau central ou au niveau privé. Et donc, on va réorienter ses intérêts. Donc, premièrement, on met fin à l'achat de tout titre obligataire émis par la zone euro par des pays comme la Russie, mais également par des pays alliés, amis, ou tout au moins, qui ne sont pas ennemis, qui n'entretiennent pas d'inimitié avec les Russes. Parce que demain, les Chinois, et c'est pour ça que je pose la question, c'est quand même sérieux, je veux dire, quand je vois tous les ministres aujourd'hui et que je leur pose des questions en privé également ou en public pour Géostratégie Magazine ou quand on est sur un plateau de télé que je leur dis on a 52% de dette extérieure, qui sont les prêteurs? Je le sais, qui plus est, je peux vous le dire, ils sont chinois essentiellement, il y en a un peu d'Arabie Saoudite, les Américains ont acheté beaucoup de dettes aussi parce qu'il y avait des fonds et parce que les Américains voulaient contrôler l'Europe de cette façon-là. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'Américains d'ailleurs. Et qu'il y a de plus en plus, on parle de BlackRock, Philippe Béchade en parle très régulièrement, qui organise ces tours de table pour acheter des titres obligataires de la zone euro. Donc là, je parle de la dette extérieure, parce qu'il y a la dette qui est achetée par la Banque centrale elle-même, qui va d'ailleurs se trouver face à un mur, parce qu'elle sera obligée d'effacer ça d'une partie de son bilan, à la faveur d'un pays plus que de nôtre, puisque si elle le fait parce que la France est en difficulté, ça sera la défaveur de l'Allemagne, notamment, bien sûr. Et elle fait plonger la monnaie qu'on partage. Mais quand je parle à tous les ministres comme ça en leur disant, ou les dirigeants monétaires et politiques, réalisez un audit sur l'origine de la dette extérieure de la France. C'est capital, c'est crucial. Il faut absolument que demain on soit en capacité de dire on continue à s'endetter auprès de tels fonds. Parce que, je vous en prie. Non mais qu'est-ce que ça change finalement pour la souveraineté monétaire, que ce soit des fonds américains, des fonds chinois Premièrement, de savoir qui pourrait se payer sur la bête. Ça veut dire que si demain on est en défaut et que durablement on gravite autour des zéros de croissance ou même que nous allions en territoire négatif et que par conséquent l'État ne parvient plus sur les recettes à compenser son déficit public, s'il y a des prêteurs qui viennent se payer sur la bête parce qu'on est obligé de vendre des biens publics ou justement de saisir une partie de l'épargne privée, ça ne va pas être pour le petit déposant qui a 50 000 euros sur un compte ou même 10 000 euros. Ça va être l'impôt sur la fortune immobilière. On va dire, il y en a un qui a 10 millions de patrimoine estimé. En réalité, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Mais ça, si je peux me permettre, c'est paradoxal avec ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que précisément en pensant que ce seraient les grosses fortunes, notamment immobilières, qui seraient ponctionnées en premier, ce serait faire l'impasse sur le fait que ces gens-là sont précisément ceux qui arriveront à s'extraire de ces sanctions, j'allais dire. Non, parce que quand je parlais des très gros, quand la Macronie parle des super dividendes, ils parlent de 5 sociétés en réalité. Ils ne veulent pas les nommer d'ailleurs, mais ils devraient les nommer parce que les seuls qui font des super dividendes, il y a 86% du chiffre qui est fait sur le CAC 40 avec 5 sociétés. Total, LVMH, Hermès, Air Liquide et peut-être L'Oréal également. Et donc les super dividendes, ce sont eux. Là, je parlais de quelqu'un qui a un patrimoine à 10-15 millions. Lui, c'est vraiment pas un très gros riche. C'est quelqu'un, finalement, qui a hérité d'une maison, par exemple, à Saint-Tropez, de sa grand-mère. La maison coûtait rien à l'époque. Aujourd'hui, elle est estimée à 6 millions. Il a un bel appartement à Paris qui coûte 3 millions. Et il arrive, il en a aussi un qu'il a acheté pour sa fille. Ça coûte, il a un patrimoine à 12 millions. Et bien, on va prendre celui qui est à 8. Et même, je vais vous dire, mieux que ça, on va prendre celui qui est à 3. Parce que l'impôt sur la fortune immobilière, c'est à partir d'1,5 million aujourd'hui. Celui qui a finalement une maison de campagne et un appartement, c'est-à-dire 3 millions de patrimoine immobilier, on va lui dire, votre impôt sur la fortune immobilière, on va considérablement l'augmenter. Parce que, étant donné qu'on n'arrive plus à vendre nos titres obligataires à des prêteurs étrangers et que la Banque centrale est quand même embêtée parce qu'elle fait grossir son bilan, elle voulait le diminuer, elle avait commencé à le diminuer de 2 000 milliards là, ces derniers temps, il était passé de 2 000 à 8 000 milliards le bilan de la Banque centrale européenne, et qu'elle veut rester sur sa trajectoire, elle vient en soutien tout mitigé à notre État, et qu'on vient frapper à notre porte parce qu'on doit rembourser, donc on est obligé de faire rentrer du cash, on est obligé de vous le prendre. Et là, il va y avoir tous les gouvernements, Place Publique, Glucksmann, les sociodémocrates, Manon Aubry, donc tous ceux qui sont plus ou moins à gauche, ces gens-là, vous leur dites, on va prendre de l'argent à des gens qui ont 3 millions de patrimoine, ils ne viendront pas les défendre. Ils diront, c'est normal. Ils ont fassent attention à ne pas s'y retrouver. Voilà, je veux dire, ils diront, oui, non, bien sûr, oui, ça, alors c'est peut-être là qui... Mais, ouais. Et il va y avoir toute une partie de la Macronie, donc là, c'est eux qui vont le proposer, et les seuls qui vont défendre
les propriétaires aujourd'hui, j'ai l'impression. Et finalement, au-delà des propriétaires, c'est que même si vous ne les avez pas, les 1,5 million ou 2 millions, peut-être que vous espérez les obtenir. Je veux dire, il y a peut-être des gens dans le pays qui ont 20 ans, 25, 30 ans, ou même 50, et qui se disent « Non, mais moi, je travaille, je fais des choses, et je vais... » Oui, c'est pas une vocation de rester sous les seuils d'imposition en Voilà, permanence, c'est quoi. pas... Je veux dire, il n'y a pas j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'ambition collective française, mais il n'y a qu'en France que je vois ça, même en Europe, parce que quand je me déplace en Italie, en Suisse, je connais moins l'Allemagne, mais je veux dire en Espagne ou en Angleterre, je vois encore des gens qui sont motivés, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent réussir, tout au moins, avec une volonté individuelle. Il n'y a qu'en France qu'on nous dit « Non, mais si vous allez réussir, c'est au détriment de notre... » La seule réussite, ça devrait être une réussite Startup Nation que l'État va vous accorder parce qu'elle entrera dans le cahier des charges normé, décidé par Amélie Oudéa-Castéra pour telle partie et par le ministre de la Transition énergétique pour tel autre. Mais c'est pas ça la réalité de l'économie de marché. Donc ce que je veux dire par là, c'est que de l'extrême gauche à la droite, tout le monde va défendre la fin des libertés individuelles et la fin du sens de la propriété. Or, la seule solution, et c'est pour ça que je veux dire, je me réveille un peu aujourd'hui, parce que je pense qu'on est au bord du précipice, c'est de dire, il faut absolument pour la prospérité civilisationnelle de notre temps, et c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a qu'à regarder l'état physique de la population mondiale, on s'en aperçoit, on voit bien que la population est en train d'étouffer aujourd'hui, d'agoniser. C'est une réalité, vous regardez la recrudescence de cancer chez les jeunes, c'est même dans leurs statistiques... énergivores économiquement des organismes français, européens, de tous les pays de l'OCDE, ils s'en aperçoivent, ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne comprennent pas. Moi je vous le dis, c'est les pesticides, c'est les ondes, ce sont toutes ces choses-là, mais je veux dire, c'est la malbouffe, le sucre, les produits finis, les calories vides, le fait que tous les fruits et légumes soient transformés aujourd'hui, c'est ça vient de là. Et je veux dire, pour la prospérité de notre civilisation, il y a 2 éléments à défendre. L'intégrité physique et le sens de la propriété. Si on ne défend pas aujourd'hui bec et ongle pour le réinstaurer, là, tout de suite, dans les mois qui arrivent, et en France, parce qu'on est quand même un grand pays, je veux dire, on ne peut pas abandonner, nous, parce que si nous abandonnons, tous les autres abandonneront, et les Américains s'en sortiront toujours. Je ne suis pas inquiet pour le Moyen-Orient, pour les États-Unis, je suis inquiet pour l'Europe, parce qu'au-delà des européistes de l'eurozone, moi je suis encore plus européen qu'eux, et au-delà des écolos de l'eurozone, je suis encore plus écolo qu'eux, c'est ce que je veux dire. Et donc si on ne défend pas le sens de la propriété, le sens de l'économie libérale et de l'intégrité, de la prospérité, des savoir-faire, on est mort. L'Europe, c'est fini. Et c'est maintenant qu'il faut le défendre, pas demain. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Tom Benoît, de nous avoir proposé en plus une conclusion pour cette émission foisonnante. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission très dense vous aura plu. J'espère également que vous l'avez déjà commenté juste en bas, que vous l'avez déjà relayé. Comme je vous l'ai dit au début, c'est très important pour nous. Si ce n'est pas fait, vous avez encore le temps de le faire. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour le référencement. Ça tord le bras de YouTube et ça diffuse davantage nos vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, comme chaque semaine, j'espère que vous porterez bien. À bientôt.